Donc nous allons commencer, si tu es d'accord, Christophe. Oui, d'accord. Merci de nous rejoindre dans ce petit cénacle qui réunit, comme tu le disais, des céramographes depuis quelques années. François Lissarag a été requis par la vaccination, donc il nous rejoindra en retard, mais il est là parmi nous. Et il se réjouit, comme moi et comme Cécile et comme tous les autres présents, de ta venue et du débat que la parution de tes livres va rendre possible. Alors, je ne voudrais pas te présenter, n'est pas la chose la plus facile du monde, vu la variété de tes publications, de tes intérêts, de tes engagements. Mais pour ceux d'entre nous qui ne te connaissent pas, je rappellerai que Christophe est un historien et un philosophe, que c'est aussi un homme engagé dans le siècle, dans l'action politique et dans l'action intellectuelle, dans l'action politique tant qu'il était en Pologne, dans l'action intellectuelle et ses prolongements politiques depuis sa venue en France et le rôle qu'il a joué, pas seulement dans le débat, mais dans nombre d'autres revues ou d'autres supports de pensée et de réflexion. Et dans le fond, ce qui est assez extraordinaire, c'est dans la variété de ses publications. Quand j'ai la chance de te présenter à des étudiants, Christophe, j'insiste toujours sur la variété. Par exemple, ton petit livre Les frontières de l'Europe, si on le relit aujourd'hui, eh bien, il donne des clés non seulement pour l'intelligence historique de l'histoire européenne, mais pour voir tout ce qui est en train d'arriver dans les reconfigurations, les recompositions, parce qu'avec ton expérience de philosophe et d'historien, tu es allé chercher dans l'histoire les faits qui permettent une analyse. Mais ta contribution est fondamentale pour qui, comme nous, s'intéresse aux objets, mais pas dans leur matérialité seulement, mais dans les significations qu'ils prennent. Et tu as inventé ce mot, c'est pas si courant qu'on invente des mots dans la langue française moderne, qui est sémiophore. Et depuis que j'ai eu la chance de t'entendre le présenter, il y a une trentaine d'années, ce mot m'a toujours accompagné pour essayer d'expliquer pourquoi les objets avaient leur propre langage, leur propre système, et que c'est du rapport entre les sociétés et ces systèmes que se dégagent des sensibilités culturelles, même artistiques, et dans certains cas même politiques, parce que collectionner des objets, comme tu le montres très bien, c'est parfois aussi faire de la politique. Et rien ne rendait, comment dirais-je, évident le fait qu'à partir de tes réflexions, de tes nombreux livres sur les collections, qui ont fait de toi le théoricien qui est, enfin, je dirais, lu et discuté dans le monde entier, tu t'embarques dans cette histoire des musées. Et l'histoire mondiale des musées, elle pose, comme tu l'as souvent dit, la question fondamentale de ce qui est visible, de ce qui est invisible. Et donc elle touche à des racines à la fois morales et intellectuelles de notre rapport aux autres. Et c'est un débat qui est d'autant plus intéressant que dans certaines sociétés, on a l'impression que les objets ne jouent pas un grand rôle ou sont mis de côté. Alors, je ne sais pas explorer toutes les sociétés et qui ont élaboré des relations avec les objets serait une tâche absolument incommensurable. Mais chaque fois qu'on va sonder, même chez ceux que nous considérons, nous, en Occident, les plus démunis, parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils n'ont pas d'habitat, on trouve des actes de collection, des stratégies de sémiophore telles que tu les as définies. Donc, ton travail, c'est un travail sur les catégories universelles. Et quand tu nous offres cette trilogie, tu nous donnes un moyen non seulement de penser évidemment le passé de nos comportements et nos habitudes, mais de regarder les musées à l'aune du rôle social, économique et intellectuel qu'ils jouent dans nos sociétés et de leur développement futur. Donc voilà, dit de façon très regroupée, ce que je
pense qu'il faut rappeler à ceux qui ne sont pas familiers avec ton travail. Mais nous allons trouver, au fil des minutes qui vont venir, chacun un moyen d'éclairer une part de cette accumulation lente du travail antiquaire qui nous rattache à l'archéologie moderne d'une part, mais au monde des Lumières de l'autre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je te remercie de ta présence. Nous te remercions collectivement de ta présence. Merci, merci de cette invitation qui m'a fait d'autant plus plaisir qu'elle m'a rappelé la première invitation que j'étais droit là, à savoir les séminaires de Jean-Pierre Vernon au Collège de France, dans une salle du collège, après mon papier sur les collections. Donc, il y a un peu une continuité à la fois dans ma démarche intellectuelle, parce qu'en effet, ces papiers-là étaient au départ de tout un travail qui s'est poursuivi ensuite pendant à peu près 40 ans. Ce séminaire a eu lieu en 76, 77 ou 75 même, je ne sais pas. Et évidemment une sorte d'esprit de suite de ta part aussi qui fait que nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui, ne serait-ce que par ordinateur interposé. Maintenant, j'ai cru comprendre, mais j'espère ne pas mal compris, que ce qu'on m'est demandé aujourd'hui, c'était de faire une sorte de présentation générale de cet opus qui peut-être permettra à certaines personnes d'éviter les désagréments de les lire, ce qui serait déjà une bonne action remplie. Alors, pour commencer par le commencement, ces livres ne peut pas être compris, je pense, si on ne tient pas compte du fait dont pour le moment un seul lecteur, à ma connaissance, c'est vraiment avisé, ce lecteur, c'est Alain Schnapp, que ces livres plongent l'histoire des musées dans l'histoire des collections, qu'il fait de l'histoire des musées un chapitre de l'histoire des collections. La collection, telle que je la comprends, j'ai développé ça dans différents endroits, est un fait anthropologique. Elle accompagne en permanence Homo sapiens depuis qu'il est Homo sapiens. Peut-être s'est-elle formée même un peu avant, mais là-dessus, nous n'en savons pas grand-chose. Mais en tout cas, depuis qu'Homo sapiens et Homo sapiens, nous pouvons assez raisonnablement dire que la collection l'accompagne. Et que, à côté de la maîtrise du langage, et probablement en liaison avec la maîtrise du langage progressive, arrive aussi cet investissement des objets avec des significations. Dont la collection est à la fois un instrument et un produit. Et comme tout fait anthropologique, la collection est aussi un fait historique. Et donc, comme j'ai dit, les musées, c'est un chapitre de cet homme d'histoire. Il commence, à vrai dire, avec probablement des collections, des petites collections d'objets des chasseurs-collecteurs qui ne nous intéresseront pas ici. Mon histoire commence avec, déjà à un niveau assez avancé de l'histoire des collections, c'est-à-dire avec l'apparition des trésors dans les temples d'un côté et
auprès des monarchies sacrales de l'autre côté. C'est donc tout un chapitre de l'histoire des collections et une partie de mon livre est consacrée à montrer comment, à partir du trésor, se forme ce deuxième chapitre de l'histoire des collections, qui est la collection particulière, où un lien émotionnel très fort unit les collectionneurs aux objets dont ils s'entourent. La collection particulière, qui à la différence de la collection en général, est un phénomène très limité dans le temps et dans l'espace, qui n'apparaît que dans 2 endroits au monde, indépendamment pour autant que nous puissions le savoir, mais il est peu probable qu'il y ait eu des échanges de ce côté-là. Ces 2 endroits, c'est la Chine et Rome ancienne. C'est à peu près au même moment, nous sommes quelque part au 2e siècle avant notre ère, plus ou moins, avec cette différence toutefois entre la Chine et Rome, qu'à Rome, les collections particulières disparaîtront assez vite, au bout de 2 siècles à peu près, tandis qu'à Chine, cette histoire est tout à fait continue, malgré tous les soubresauts de l'histoire chinoise, et que de la Chine, la collection a migré aussi au Japon, ce qui aura d'importantes conséquences pour la réception du musée occidental quand il arrivera au Japon dans les sillages de l'ère Meiji. Donc, les Japonais en prennent connaissance dans les années 60 du 19e siècle. À mes yeux, la collection particulière est une des conditions nécessaires, mais absolument pas suffisantes, de l'apparition du musée. Des conditions suffisantes, comme toujours, on ne peut pas les énumérer toutes. Il y a une conjoncture historique très particulière qui est directement liée à la fascination des élites de la chrétienté latine, en particulier dans l'Italie, avec les objets anciens, lesquels objets anciens sont à tous égards admirables. Ils ont un défaut, ils sont païens, et avec ça, il faut faire quelque chose. Donc, puisqu'ils sont païens, on va chercher les moyens de les collectionner. D'abord, on fait des collections particulières et ensuite, on trouvera une manière de faire une collection publique en exposant ces antiques païennes dans un endroit qui n'est pas un endroit chrétien. Cette coexistence va poser ensuite de l'endroit chrétien et des objets païens va poser un énorme problème entre les 15e, 16e et 18e siècle, surtout avec la contre-réforme. Toujours est-il que l'invention du musée s'est faite donc dans une conjoncture assez particulière où la modalité jusqu'à alors dominante des collections publiques, qui est la collection publique et sacrée. Les lieux où les objets sont exposés étant des lieux sacrés. Ici, pour la première fois, avec l'invention du musée, nous avons affaire à une collection publique et profane. En ce sens, le musée est un produit d'une sécularisation rampante et débutante qu'il va contribuer à sa manière à renforcer. J'ajouterai, je reviendrai au musée à l'instant, que comme j'ai dit, c'est un chapitre important, mais ce n'est pas le dernier chapitre de l'histoire des collections. Après
on va inventer quelque chose qu'on pourrait appeler à la limite un musée de plein air, mais pas au sens que ce terme a reçu au XIXe siècle avec Azelius, mais tout simplement au sens où l'ensemble des monuments immobiles protégés sur un territoire national, ou d'ailleurs aujourd'hui sur le territoire mondial, avec l'institution de la protection du patrimoine de l'humanité, etc., cet ensemble forme une sorte de collection. Il n'est nulle part dit que les objets de collection doivent être mobiles. Ceux-là sont immobiles. Et c'est un chapitre postérieur à l'invention du musée. Les systèmes de protection des monuments se mettent en place en fait au cours du XIXe siècle, tandis que les musées est bien antérieur. Il date de la fin du XVe. Et enfin, il y a même encore un chapitre plus récent dont il faudra de plus en plus tenir compte, et qui est composé, qui est l'apparition de cette sorte de collection très étrange avec laquelle nous avons tous maintenant en permanence affaire, c'est-à-dire de la collection des représentations des objets, des images dans les serveurs de nos ordinateurs. Nous avons affaire maintenant, nous avons créé au cours des 20 ou 30 dernières années, une énorme collection qui, à la différence des collections auxquelles nous étions habitués jusqu'à maintenant, n'est plus composée d'objets visibles, elle est composée uniquement d'objets observables au sens où on a l'accès à cet objet moyennant des appareils spécialisés, l'ordinateur en est un. Et c'est jusqu'à maintenant, à ma connaissance, à peu près le dernier chapitre de l'histoire des collections. Maintenant, après cette vue absolue d'ensemble, focalisons sur l'histoire du musée, l'ayant replacé dans cette histoire. Alors, cette histoire du musée, elle est présentée dans mon livre selon tout un ensemble de critères, dont les premiers est évidemment les critères chronologiques. Je suis historien, j'ai fait l'histoire, et c'est un cadre tout à fait naturel, mais dans ce cadre, j'étudie les musées en les replaçant, si je veux dire, sur la carte. Ces livres qui commencent donc avec les trésors et avec le passage du trésor à la collection particulière et la formation du musée se poursuit ensuite en projetant les musées sur une carte et en regardant ce que ça donne, et ça donne ceci, c'est-à-dire le point de départ est italien, et d'Italie, les musées se propagent dans l'Europe occidentale. Ça lui prendra grosso modo entre la toute fin du XVe et le XVIIIe, XIXe, entre 3 et 4 siècles. En Europe occidentale, les centres d'innovation où il se passe quelque chose qui change cette histoire sont successivement la France révolutionnaire et impériale de la période napoléonienne, c'est pourquoi elle mérite une place
très importante dans l'histoire des musées. C'est ensuite le Danemark et la Grande-Bretagne. J'aurais dû ajouter, pour être précis, que quand je parle de l'Italie, c'est en fait l'Italie et l'Empire, c'est-à-dire l'espace germanique, qu'il faut en l'occurrence traiter ensemble, ce qui est d'ailleurs historiquement très très bien attesté quand on regarde les relations artistiques, la circulation des collections entre Munich et Venise, entre Dresde et Modène, que sais-je encore. Donc, il y a cet espace italo-impérial, il y a ensuite la France, il y a ensuite le Danemark et la Grande-Bretagne, la Scandinavie, puis il y a une longue, importante période allemande. Très importante. À partir de là, les musées se propagent d'abord en Europe centrale, c'est-à-dire, pour être bref, les pays comme la Pologne, les pays tchèques et la Hongrie, plus la Slovénie, la Croatie. En Europe de l'Est, et donc d'abord en Russie, même si cela affecte aussi les Balkans, mais dans une bien moindre mesure, avec peut-être la Grèce qu'il faudrait traiter comme une exception. Au cours du XIXe siècle, les musées commencent son aventure mondiale, et mon troisième volume est pour une part consacré à cela, ce qui veut dire qu'ils s'installent d'une part dans différents endroits où les Européens migrent et que les Européens colonisent. Il est apporté par la colonisation européenne en Asie, en Afrique et surtout dans les deux Amériques, du Nord et du Sud. Et en Australie. Et d'autre part, les musées entrent au XIXe siècle sur des terres qui ne sont plus les terres des civilisations européennes. En Amérique, ce sont les Européens qui ont apporté les musées, en un certain sens, ils l'ont apporté dans le cadre de cette Europe qui l'amenait avec eux. Lorsque les musées arrivent dans l'Empire ottoman en Égypte, à l'époque, plus ou moins partie de l'Empire ottoman jusqu'au moment où les Anglais vont la détacher complètement de cet empire. Lorsque les musées arrivent au Japon, ils arrivent sur des terres d'une certaine manière où la réception est beaucoup plus compliquée parce que, par exemple, s'agissant de l'Empire ottoman, on n'a pas les traditions de la collection particulière. Ce qui va faciliter énormément la réception du musée au Japon, c'est qu'eux, ils ont la tradition de la collection particulière. Je laisse un peu de côté la Chine parce que dans le cas de la Chine, ce processus est perturbé par l'intervention impérialiste occidentale, les guerres de l'opium, et le fait qu'en fait, l'histoire chinoise est complètement secouée par les différentes interventions, d'abord occidentales, ensuite japonaises à partir de la Première Guerre sino-japonaise dans les années 94-95 du 19e siècle. Donc, laissons ça un peu de côté. Reste que, au cours du 19e et du 20e siècle, le musée s'installe, devient un phénomène mondial.
ce qui va d'ailleurs avoir parmi différentes conséquences aussi des problèmes d'adaptation des musées à des cultures pour lesquelles il est à la fois étranger au départ. Il est un instrument de domination coloniale et que ces cultures vont commencer petit à petit à apprivoiser et à assimiler. On le voit assez bien, je pense, sur l'exemple néo-zélandais. Pour autant que je puisse en juger à distance, n'ayant jamais eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande. Donc, par les lectures. Mais ce qu'on lit sur l'Océanie aujourd'hui montre qu'on est en plein dans ces processus d'assimilation du musée qui subit évidemment des changements en cours de route. Donc, les premiers cadres, c'était les cadres chronologiques. Le deuxième gros cadre, c'est le cadre géographique. À l'intérieur de cela, thématique. Nous avons, puisque les musées se diversifient en cours de route, ici au départ, les seuls types d'objets exposés, c'était des antiquités, essentiellement romaines ou des copies romaines des œuvres grecques. À l'arrivée de nos jours, on peut se demander s'il existe une catégorie d'objets qui n'est pas quelque part exposée dans un musée. Il doit bien en exister, mais fondamentalement, à peu près tout ce que les êtres humains produisent et tout ce qu'ils réunissent des objets naturels trouve quelque part sa place dans un musée. Donc, il y a ce processus de diversification et hélas pour l'historien, chaque type de musée a son histoire qu'il faut étudier un peu à part, en franchissant parfois les frontières géographiques pour qu'elles soient intelligibles, parce qu'elles ne se laissent pas toujours enfermer dans ce cadre, et en dépassant parfois les frontières chronologiques qu'on se pose. Excusez-moi, j'ouvre juste une parenthèse, parce que tout à fait, il y a une fable de Krylov qui raconte la visite d'un homme au zoo. Et il est de retour du zoo et il s'extasie sur des petits insectes qu'il a vus, dont il a vu quelques spécimens. Et quelqu'un lui pose la question, et l'éléphant, est-ce que tu as vu l'éléphant? Eh bien, il a été au zoo, il y avait d'éléphants, mais lui, il ne s'est pas aperçu de l'existence de l'éléphant. Un peu en résumant mon livre, je ne me suis pas aperçu. J'ai tout simplement passé sur un épisode extrêmement important dans cette histoire et qui occupe beaucoup de place dans mon troisième volume, qui est l'histoire des musées aux États-Unis. À la différence de l'histoire du musée en Australie ou au Japon, l'histoire du musée aux États-Unis a une sorte d'importance universelle, dans la mesure où les changements introduits par les Américains entre grosso modo les années 70 du 19e siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces changements ont profondément modifié à plusieurs égards les musées, sur le plan technique, mais aussi, et peut-être surtout, sur le plan social. Ce sont les Américains qui ont vraiment démocratisé les musées. C'est de nouveau un processus extrêmement complexe et à certains égards intrinsèquement contradictoire, parce que ces musées américains, et notamment les musées d'art, qui sont censés être ouverts à tous, sont en même temps les musées qui comportent des salons pour les trustees, lesquels trustees n'appartiennent pas précisément à la classe ouvrière américaine. Mais fondamentalement,
la démocratie entre musées, d'abord en Angleterre, avec South Kensington Museum, ce qui va s'appeler maintenant, ce qui s'appelle depuis 1899, je crois, Victoria and Albert. Et ce sont les Américains qui vont reprendre les flambeaux aux Anglais et pousser jusqu'au bout. Je reviendrai encore à cette dimension. J'ai tout simplement oublié de mentionner même les États-Unis en parlant de la propagation du musée dans le monde, donc tout à fait dans le style du personnage de la fable de Krylov. Je reviens donc au problème thématique. Au XIXe siècle, et c'est à peu près vrai aussi aujourd'hui, on peut distinguer 5 grandes catégories de musées. Ce sont donc les musées des arts décoratifs, qui ont joué à un certain moment un rôle extrêmement important dans l'évolution du musée dans son ensemble, les musées d'histoire, les musées d'ethnologie, les musées des sciences et des techniques et les musées des beaux-arts. L'archéologie doit beaucoup au musée, mais les musées doivent énormément à l'archéologie. Sauf que la pression du musée était toujours dans le sens qui n'était pas nécessairement celui de la scientificité archéologique. Les musées poussaient à la recherche des chefs-d'œuvre. Et en effet, nous n'imaginons pas les musées de Berlin sans les grands hôtels de Pergamon, le Louvre sans Vénus de Milo et surtout Victoire de Samothrace, et ainsi de suite. Il y a donc les musées sont très endettés auprès de l'archéologie, mais ils ont poussé l'archéologie dans le sens de la recherche des chefs-d'œuvre, ce qui a eu des effets à la fois positifs et négatifs. Mais si nous focalisons maintenant un peu sur les musées d'histoire, tout simplement pour prendre un exemple, on a de nouveau ici tout un complexe, parce que les musées d'histoire, c'est un musée d'histoire dynastique. Au XIXe siècle, il y en aura avec en France les musées des souverains, avec les musées de Hohenzollern à Berlin, avec d'autres tentatives de ce genre. C'était un musée d'histoire militaire. Au XIXe siècle, de nouveau, c'est très important, ça a perdu de son importance depuis, mais ça reste un type de musée très fréquenté. C'est un musée des grands hommes, et c'est notamment le cas dans le monde anglo-saxon de ce qui est représenté à Londres par la National Portrait Gallery. Sur le continent européen, cela n'a pas pris, et nous avons plutôt plusieurs musées consacrés chacun à Victor Hugo à Paris, à Beethoven à Bonn, à Goethe à Weimar, etc., etc. Plus évidemment le Panthéon, mais qui n'est quand même pas un musée. Et puis, il y a l'énorme, en termes quantitatifs probablement dominante, masse des petits musées locaux qui sont les plus souvent des musées d'histoire locale, qu'ils peuvent par ailleurs unir
a une orientation plus industrielle dans certains cas, plus agricole dans d'autres, plus... mais qui restent les musées d'histoire locale ou de certains aspects de cette histoire locale. Notre objet musée se ramifie au fur et à mesure, devient d'ailleurs de plus en plus difficile à cerner, à décrire, surtout que il y a plusieurs dimensions de cette affaire. L'histoire des musées, c'est l'histoire de l'architecture des musées. C'est un sujet en soi dont je parle parce que je ne peux pas éviter d'en parler avec crainte et tremblement, parce que je ne suis pas un spécialiste d'architecture, mais on ne peut pas éviter ces sujets, surtout que l'architecture a pris une énorme importance. On dit en général depuis que Frank Gehry a construit le musée de Bilbao, mais en fait c'est faux. Cette révolution, pendant très longtemps, les musées avaient deux modèles architecturaux, les palais et les temples, avec des allusions manifestes et soulignées à l'Antiquité gréco-romaine. La rupture avec ces modèles, qui est encore présente tout au long du 19e et pour une partie du 20e siècle. La National Gallery de Washington est édifiée par son architecte dans les meilleurs styles néoclassiques. Mais la vraie rupture avec ces styles est opérée dans deux endroits, les deux sont à New York, par les architectes du Museum of Modern Art du moment, et surtout, d'une manière ultra spectaculaire, par Frank Lloyd Wright, avec ce bâtiment invraisemblable, devant lequel on se frotte les yeux chaque fois quand on le voit, et qu'est le Guggenheim de New York. C'est là la vraie rupture dans l'histoire du musée dans laquelle vont s'engouffrer une quinzaine d'années plus tard Piano et Rogers en construisant les centres Pompidou. Et bon, la suite, on la connaît, et le bâtiment de Frank Gehry, aussi admirable soit-il, n'est qu'un élément de cette évolution de l'architecture des musées, qui à la fois essaye d'éviter les modèles palatials et les modèles du temple, et de conférer au musée une sorte d'exceptionnalité architectonique censée souligner sa place exceptionnelle dans la vie de la cité et les caractères extrêmement précieux de ce qu'il contient. Donc l'histoire des musées, c'est aussi l'histoire de l'architecture, c'est aussi l'histoire de l'aménagement interne dans lequel je n'entrerai pas. Et c'est surtout, je dirais, l'histoire de la dimension sociale des musées, c'est-à-dire des heures d'ouverture, des conditions d'ouverture. Est-ce que chacun peut entrer au musée? Ce n'est pas évident et c'est culturellement déterminé. Et si chacun peut y entrer, est-ce que tout le monde y entre? Il y a un règlement d'entrée dans un musée d'Istanbul du 19e siècle qui précise les jours quand il peut être visité par les femmes musulmanes, par les femmes qui ne sont pas musulmanes, par les hommes, etc. Donc, il y a la définition du public, et cette définition du public auquel les musées s'adressent, elle se joue non seulement au niveau de la rhétorique et des règlements qui disent qui peut entrer à quelle heure et comment, mais elle se joue en réalité sur des petits détails techniques
Et c'est pourquoi dans mon livre, je pense avoir consacré beaucoup de place, peut-être encore pas assez, à cette chose qui s'appelle le cartel et qui est apposée à côté de l'objet qu'on expose, de l'œuvre qu'on expose. Lesquels cartels, chez de quoi se sont aperçus d'ailleurs les premiers, je crois, justement, les conservateurs américains, qui ont consacré pas mal d'attention à cette affaire, lequel cartel, d'une certaine manière, définit le public auquel vous vous adressez. La grandeur des lettres que vous utilisez dans les cartels, la terminologie que vous utilisez, c'est tout un art d'écrire en deux phrases un objet de manière à ce que cela dise vraiment quelque chose et de les faire d'une manière qui soit compréhensible à n'importe quel visiteur. Et les problèmes de la démocratie dans les musées se jouent, comme énormément de choses dans les musées, se jouent sur ce genre de détails. Voilà, donc pour terminer, je ne sais pas si mon livre va se terminer d'une manière optimiste ou d'une manière très pessimiste, parce qu'il n'est pas tout à fait évident quel sera l'effet à long terme de la crise que nous sommes en train de vivre. Mais il est évident que le musée ne sortira pas indemne de la pandémie, que les modèles économiques qui faisaient appel au drainage des masses de plus en plus nombreuses de touristes de l'étranger est un modèle probablement condamné, à moins qu'on invente rapidement les avions qui n'utilisent pas l'essence, et encore, et que l'histoire à laquelle nous avons assisté pendant les 50 ou 60 dernières années, grosso modo après la fin de la période de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, donc depuis les années 60, qui consistait à faire en sorte que les grands musées soient encore plus grands et toujours plus grands, ce qui illustre les Louvres pour ne pas chercher loin, mais ça a commencé encore une fois aux États-Unis avec le Metropolitan et la National Gallery. Ce modèle-là est probablement un chapitre fermé de l'histoire et que les musées vont entrer avec la fin de la pandémie dans une toute autre période dont les contours sont très très difficiles encore à cerner. Voilà, je vais terminer là et répondrai volontiers à des questions. Je ne sais pas si ça répondait d'ailleurs à vos attentes, mais j'espère que... Merci Christophe, ça nous laisse pas mal de temps pour débattre avec toi. Donc peut-être s'il y a des questions immédiates, Cécile, vous pouvez observer l'ensemble, je ne sais pas, oui, de votre... Oui, je vais regarder si effectivement... Si vous voulez prendre la parole, il faut appuyer ou lever la main ou appuyer sur la petite main levée que vous avez dans Reaction. Ça. Ou allumer votre caméra et comme ça on vous verra arriver. Oui, bonjour. J'ai pas la possibilité de lever la main, donc j'interviens comme ça. J'ai noté, vous avez indiqué qu'en Nouvelle-Zélande, les musées s'étaient assimilés. De quelle façon concrètement?
Il y a un problème avec votre ligne. On entend très mal. Oui, on a mal entendu, mais je crois que la question était sur les musées de Nouvelle-Zélande, sur des précisions sur la manière dont ils avaient été assimilés. Oui, oui, c'est ça. Voulez-vous que je réponde tout de suite ou... Oui, oui, c'est peut-être. Oui. Bon, donc, très brièvement, parce que de toute manière, comme j'ai dit, je ne suis pas allé sur place, je suis condamné à des impressions de lecture, mais ce qui est assez frappant, surtout dans l'histoire du musée qui s'appelle Te Papa Togareva et qui est le grand musée de Wellington, c'est la participation désormais des Maoris en qualité de conservateurs aussi, et les tentatives de concilier deux exigences qui sont très difficilement conciliables si tant est qu'elles le soient, mais pour lesquelles il faut trouver des compromis, et c'est un peu toujours l'art d'un conservateur, c'est de chercher des compromis entre les exigences a priori inconciliables, entre les caractères tout à fait profanes du musée, qui ne peut pas tenir compte des croyances de ses visiteurs, et justement les exigences des peuples premiers, comme on les appelle au Canada, en l'occurrence des Maoris, d'un respect particulier accordé à certains objets que, par exemple, tout le monde n'a pas le droit de voir. Alors, que faire? Comment concilier la situation où il y a des objets dont le regard est interdit aux femmes ou à des personnes qui ne sont pas initiées, avec justement cette exigence sécularisatrice et désacralisatrice du musée, c'est un énorme problème que les Néo-Zélandais essayent de résoudre. Pour leur part, mais le fait même qu'il soit posé est déjà extrêmement révélateur. Ça ne s'est jamais posé en Europe, où pourtant on désacralisait les objets, si je peux dire, en quantité industrielle, et où personne n'est demandé aux visiteurs de s'agenouiller devant une croix ou devant une image de la Vierge à l'enfant. L'opération muséale consiste en fait à transformer un objet liturgique en objet, appelons-le esthétique, ou un document historique, mais en le coupant justement de la liturgie. Or, ce qui est passé en Europe passe beaucoup plus difficilement en Nouvelle-Zélande, et ça ne devrait pas produire d'étonnement, parce que ce que nous oublions le plus souvent, c'est qu'en Europe, ça a pris 5 siècles. L'apprentissage du musée a pris aux Européens plusieurs siècles. Peut-être j'exagère en disant 5, mais quand je dirais 4, 3, 4, je serais bien dans les clous. Donc, nous avons affaire aussi aujourd'hui à des sociétés qui sont en train d'apprendre cette institution et de l'assimiler, ce qui provoque évidemment de la part des Européens parfois des réactions un peu indignées qui ne sont pas du tout à leur place. Nous avons affaire à un processus historique dont c'est un épisode par lequel il faudrait bien passer. Oui, mais est-ce qu'il faut forcément désacraliser les objets pour les exposer? Est-ce qu'il faut
Oui, d'une certaine manière, pour exposer les objets, en tout cas les objets qui ont été investis au préalable de sacralité, il faut les désacraliser. Ils seront resacralisés, mais d'une autre manière, parce que nous les entourons des soins au musée, nous ne permettons pas qu'ils soient détériorés de quelque manière que ce soit. Nous imposons un certain type de comportement au musée. Donc, nous faisons toute une série de choses, mais qui ne relèvent pas de la sacralité traditionnelle. Encore une fois, entre une image de la Vierge ou un autel en bois du XVe siècle, notre comportement est très différent de celui qui était le comportement des croyants quand il avait cet autel dans leur église. À commencer par le fait que, par exemple, les prêtres n'ont jamais eu de problème à brûler des cierges devant les tableaux, avec les effets plutôt défavorables pour les tableaux. Mais leur problème, ce n'était pas la conservation des tableaux, leur problème, c'était la liturgie. Notre problème, c'est la conservation des tableaux. Alors, je crois, on a une question par écrit dans le chat, et puis je vais d'abord la lire et aussi quelqu'un deux personnes. Alors, je vais d'abord lire la question de Julie Garnier qui vous dit « J'aurais aimé vous demander que pensez-vous de la place des cabinets de curiosité dans l'histoire des collections et des musées ?» De la place Des cabinets de curiosité. J'entends toujours assez mal, excusez-moi. Des cabinets de curiosité. Des cabinets de curiosité dans l'histoire des collections. Les cabinets de curiosité est une forme de collection qui à un certain moment, concrètement en gros au XVIe siècle, a joué un rôle assez important en tant qu'une sorte de transition entre les trésors princiers et les collections qui deviendront ensuite des collections beaucoup plus spécialisées. Les cabinets de curiosité au départ et en grande partie composaient des objets soit empruntés au trésor princier, soit fabriqués comme s'ils étaient fabriqués pour les trésors princiers. Et puis, historiquement, nous allons assister au démantèlement des cabinets de curiosité au bénéfice des collections plus spécialisées, que ce soit une collection des minéraux ou des fossiles ou des produits des fouilles, enfin des objets trouvés, etc., etc. Donc, c'est un moment important dans l'histoire des collections et dans, si je peux dire, la préhistoire du musée. Merci. Je pense que ça répond à la question de Mme Garnier. Alors, je passe la parole à Mme Papaikonomou, qui a une question. Il vous faut... Bonjour et pardon. C'était pour répondre, c'est pas une question. Je veux donner juste mon avis en vivant en Grèce, en venant de Grèce et en vivant en Grèce actuellement, sur la question des objets liturgiques ou sacrés qui existent dans nos musées grecs. Donc, il y a évidemment des objets qui sont dans les musées archéologiques donc qui correspondent à l'Antiquité grecque et romaine.
Et puis, il y a les objets qui sont dans les musées d'art byzantin. En ce qui concerne l'Antiquité gréco-romaine, évidemment, on discute toujours sur leur sacralité. Dans l'Antiquité, on n'a pas de réponse directe. Personne ne croit plus à ces religions. La question ne se pose pas. Donc, mais en ce qui concerne les musées byzantins, il y a certainement une partie de la population qui voit dans les musées concernés des objets qui portent une certaine valeur cultuelle pour eux. Comme il y a une grande partie de la population qui reste croyante. Je pense que nous, les scientifiques, nous devons faire notre travail, regarder les objets comme des objets, les traiter scientifiquement comme il faut pour les mettre dans les musées, comme nous avons toujours fait. Et après, on ne peut pas interdire au public de leur accorder une valeur cultuelle pour tel ou tel objet auquel ils ont cru y voir une valeur sacrée pendant des siècles et des siècles, ou le dernier siècle, je n'en sais rien. Certainement, on ne va pas permettre au public d'embrasser des images ou faire d'autres choses qui détérioreraient la qualité ou toucheraient si vous voulez, à l'objet, à la qualité de l'objet. C'est tout ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Non, mais je pense que vous touchez à une question extrêmement importante et sur laquelle nous avons tendance parfois à glisser dans une sorte d'optimisme illuministe. C'est-à-dire, vous parlez d'une partie de la population grecque face à des objets cultuels byzantins, mais en vous écoutant, je me suis posé la question, suis-je tellement sûr qu'une grande partie de la population paysanne polonaise, surtout de certaines régions de la Pologne, parce que c'est très géographiquement longtemps déterminé, d'abord, si à ces gens, s'il leur est arrivé d'aller au musée, quel serait leur comportement face à un objet liturgique qu'ils y auraient rencontré? À vrai dire, je n'en sais rien, je le confesse. Je ne sais même pas si quelqu'un a eu l'idée d'essayer d'étudier un peu la question. Justement parce que nous partons un peu du principe que désormais, dans les pays européens, la question ne se pose pas. Je me souviens d'avoir lu dans les années 60, dans la revue de l'ICOM qui s'appelle Muséum, un article sur l'Inde, sur les musées dans l'Inde, où les visiteurs venaient fleurir les statues des divinités. Mon premier réflexe était justement le réflexe d'un garçon grandi dans un monde tout à fait différent. Et ce n'est que après réflexion que je me suis rendu compte que ces visiteurs indiens se comportaient de la manière tout à fait normale à leurs yeux, que les Européens, encore une fois, ont mis des siècles aussi à apprendre la différence entre un objet exposé dans une église et un objet, fût-il le même, exposé dans un musée, et que, comme j'ai dit, quel est le pourcentage de la population, y compris des pays de l'Europe occidentale, à qui cela pose problème, nous n'en savons rien parce que personne n'a, à ma connaissance, jamais étudié la question. En tout cas, je n'ai rien vu de tel. Donc, je pense que la question que vous soulevez est extrêmement importante et qu'il aurait mérité d'être approfondie, c'est-à-dire vraiment étudiée. C'est une étude assez complexe parce que ça ne pourrait pas se faire avec une enquête où on remplit, où on met les croix dans les cases. Ça nécessiterait une sorte de travail
d'entretien avec les visiteurs pour essayer d'y arriver. Mais ce serait très intéressant d'en connaître les résultats. Merci beaucoup. Je crois que Alessia avait une question aussi. Oui, merci. En fait, je voulais poser une question au sujet des 5 catégories de musées que vous avez évoquées, les 5 grandes catégories. Vous avez dit que donc, les musées sont endettés envers l'archéologie, mais même s'ils ont poussé à la recherche de chefs-d'œuvre. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous en faites des musées archéologiques où justement, il n'y a pas de chefs-d'œuvre? Où est-ce que vous les classez dans ces 5 catégories, si vous les classez dans ces 5 catégories? J'ai encore une fois, j'ai mal entendu, excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Donc, je disais, à propos des 5 grandes catégories de musées que vous avez évoquées, vous avez parlé aussi de l'archéologie et du fait que les musées sont endettés envers l'archéologie, même s'ils ont poussé à la recherche de chefs-d'œuvre. Et ma question est, où est-ce que vous placez les musées archéologiques où justement il n'y a pas de chefs-d'œuvre? Dans quelle catégorie? Non, mais évidemment, je les place parmi les musées d'histoire. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de l'archéologie, de la recherche des chefs-d'œuvre, je pensais quand même fondamentalement au XIXe siècle. C'est la grande époque, justement, de ce genre d'événement qui était l'installation de la victoire de Samothrace ou les transferts du grand hôtel de Pergamon à Berlin. Mais pour le reste, évidemment, depuis l'archéologie a énormément changé. Nous avons des musées des sites d'abord. Nous avons des musées qui sont des musées qui présentent les résultats des fouilles, qui ne sont pas nécessairement des chefs-d'œuvre. Mais c'est un phénomène relativement récent. Je pense que relativement récent, Alain peut-être en saura plus que moi, mais je pense que c'est directement lié aussi au changement du caractère du travail archéologique. Entre ce que faisait en Égypte Mariette, dont les mérites sont infinis, mais les défauts de l'archéologie pratiquée par Mariette sont tout aussi infinis, et ce que faisait Memphis d'Espetri un peu plus tard, il y a toutes les différences du monde entre l'utilisation de la méthode stratigraphique, entre l'intérêt pour les vestiges quels qu'ils soient, entre le travail fait à la pelle et le travail fait à la brosse à dents, il y a toutes les différences du monde. Et cela se répercute aujourd'hui, évidemment, dans les types d'expositions archéologiques. Sauf que dans un cas, nous avons ces œuvres d'art superbes qui attirent énormément les foules, et dans l'autre, nous avons des musées archéologiques beaucoup plus modestes, comme nous en avons plusieurs en France, d'ailleurs, qui relèvent beaucoup plus des musées d'histoire et qui d'ailleurs se donnent comme tels. C'est tout le problème de l'archéologie entre l'art et l'histoire. Merci beaucoup. Si je peux prendre la parole, puisque Christophe m'y a incité, on voit très bien cette question entre l'art et ce qui est la série se poser déjà dans un certain nombre de cabinets de curiosité. Si on regarde le cabinet d'Ollevorm ou des choses comme ça, on voit qu'il y a une hésitation entre le côté plastique d'un certain nombre d'œuvres et, je dirais, le côté répétitif. Et c'est très évident aussi à Pompéi, devant la masse de découvertes, il y a des tensions entre les architectes qui fouillent, le restaurateur, le conservateur, pour savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Il y a beaucoup de lettres ou d'échanges entre les différents membres des équipes de fouilles de Pompéi et d'Herculanum autour du fait, mais si on a déjà des exemplaires de ces objets, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en collecter autant?
Et d'ailleurs, cette dimension-là deviendra très importante au XIXe siècle, parce que dans les grands accords passés avec les pays, avec l'Égypte, avec l'Iran, avec la Turquie au début, les fouilleurs, au nom de leur gouvernement, demandent un droit de rétrocession, à condition que les œuvres existent déjà dans les collections publiques du dit pays. Ça s'est assez vite arrêté. Il y a eu la loi sur les antiquités en Grèce s'y est fortement opposée, la loi aussi sur les antiquités en Turquie. Mais par exemple, j'ai le souvenir que quand j'étais étudiant encore en Iran, en fin de fouille, le directeur de fouille exposait les découvertes de la campagne, l'inspecteur des antiquités, le directeur des antiquités iraniennes venait, disait ça c'est une réserve, le reste vous pouvez éventuellement l'exporter vers le Louvre ou vers un autre grand musée. Donc on voit que cette idée du rapport entre l'art et la série, elle est au cœur, comme le disait Christophe il y a un instant, de la relation compliquée entre l'archéologie, entre l'histoire de l'art d'un côté et l'histoire tout court de l'autre. Simplement, en histoire, quand on stocke des documents, ça prend certains volumes, regardez les archives nationales, mais ça ne donne pas cette idée d'amoncellement que les résultats d'une grande fouille stratigraphique peut donner, avec tous les problèmes qui y sont liés. Et nous vivons depuis 5-6 ans maintenant, en Italie, une crise majeure, puisque les gouvernements successifs ont remis en cause l'idée des soprintendenza. La soprintendenza, c'était une unité territoriale avec un musée. Et dans ce musée, il pouvait y avoir à la fois le musée d'art, regardez le musée archéologique de Naples, il est à la hauteur de la Villa Giulia et des autres, mais le musée archéologique de Naples était aussi partiellement le dépositaire d'un certain nombre de fouilles qui elles-mêmes leurs résultats n'étaient pas des objets d'art. Et aujourd'hui, en Italie, on a cassé les surintendances, on s'est approché d'un modèle qui est le modèle français ou celui d'autres pays, où d'un côté, il y a le musée qui s'adresse au public, et de l'autre côté, il y a la recherche archéologique. Et cette coupure, à mon avis, nous la vivons encore en France, mais elle explique une partie des crises qui ont traversé l'archéologie en France, et sans qu'il y ait de débat véritablement en Italie, même Salvatore Settis, qui s'est beaucoup intéressé à ça, n'a pas pris le problème de front. On a cette situation que, depuis Raphaël, on considérait que l'ensemble d'une région faisait une unité, avec un ou deux musées régionaux ou nationaux, et qu'on pouvait décliner le reste dans des musées de sites. Et maintenant, les administrations vont être coupées les unes des autres. Donc, comme le disait Christophe tout à l'heure, regardez l'histoire des musées, je dirais la fabrication des concepts ou des notions qui permettent de les gérer, elle est au cœur du problème, parce que au fond, ce qui différencie l'archéologue de l'historien, encore une fois, c'est la matérialité, et donc on ne peut pas pousser indéfiniment les pièces ou les réserves d'un musée. Et moi j'ai le souvenir, par exemple, en Grèce, sur une des fouilles dont j'étais responsable, nous découvrons une inscription, nous alertons l'Éphorie, l'administration régionale, qui est à une quarantaine de kilomètres de l'endroit où nous travaillons. On nous dit d'apporter la pierre au musée, et le conservateur me dit « faites-en de bonnes photos, parce que nous allons le mettre dans la réserve épigraphique, très haut, et vous ne pourrez plus y avoir accès sinon par une échelle. » Ce n'est pas de la faute du conservateur, c'était les moyens qu'il y a dans ce petit musée de Sittia pour gérer, et ça renvoie à ce que disait Christophe tout à l'heure. Il y a le musée n'est pas seulement un objet intellectuel, mais il est aussi un certain nombre de dispositifs, et ces dispositifs matériels changent dans le temps et l'espace. Et sur l'architecture des musées, je pense que dans le tome 3, il y aura beaucoup de choses, mais dans une discussion, je crois que nous avions ensemble au Getty, en nous promenant dans le nouveau musée de Richard Mayer, c'est une œuvre assez spéciale et assez plastique, mais est-ce que elle est bien adaptée, une œuvre plastique est bien adaptée au musée d'art, mais est-ce que le musée d'histoire a besoin d'une architecture de ce genre? Ce n'est pas sûr. Le musée d'histoire, d'archéologie,
il a besoin d'une extension quasiment infinie, comme celle des bibliothèques. Et donc, ça pose le problème de l'art ou de la neutralité de l'immeuble musée. Et ça, c'est une vaste question sur laquelle Christophe a sollicité notre attention tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si ce que j'ai dit va dans le sens de tout ce que tu penses, Christophe, mais ça me ferait plaisir d'avoir tes réactions. C'est-à-dire, si j'ai tout bien entendu, parce qu'il y a quelques problèmes, je crois en effet que d'abord, pour moi, le problème du musée n'est pas séparable du problème général de la réglementation des monuments, si je peux dire, de ce qui s'appelait d'abord de la protection des monuments, dont aujourd'hui c'est beaucoup plus développé. On ne peut pas parler des musées, et c'est particulièrement bien visible quand on sort de l'Europe occidentale. Le problème s'est posé très vite après l'indépendance de la Grèce. Il s'est posé très vite dans l'Empire ottoman. Quand on regarde les dates, on voit comment la formation du premier musée ottoman est suivie à peu de distance par la première législation ottomane concernant les concessions des fouilles, l'exploitation des produits des fouilles, etc. Et le même Hamdi Bey, qui était le premier non-européen à être directeur de musée, est aussi l'auteur de la législation ottomane, de la loi de 1884, sur justement qui réglait d'une manière que les Européens ont trouvé pas très agréable, mais à mon avis, Hamdi Bey n'était pas là pour leur faire plaisir, il était là pour défendre le patrimoine de l'Empire ottoman, ce que Salomon Arenak avait quelque peine à comprendre, mais ceci pour dire que ces questions sont directement liées. Quand on lit l'histoire remarquablement bien faite par Madame Nicole Chevalier de l'archéologie française au Proche et Moyen-Orient, les problèmes des objets pour les musées est complètement imbriqué dans toute la problématique de l'organisation des fouilles, et il faut dire aussi dans toute la problématique des rapports inégaux entre, en l'occurrence, la France et, mettons, la Perse, à l'époque de Jacques de Morgan et des fouilles héroïques à Suse et ailleurs. Donc, je pense que là, il y a vraiment une question. J'essaie dans les livres, dans les troisièmes volumes, il en est parlé, mais certainement pas assez, qu'on devrait seulement... moi, je regarde presque chaque mot que j'utilise parce que, de toute manière, les dimensions de la chose sont devenues telles que ça risque de devenir complètement hors contrôle et les éditeurs n'aiment pas ça. Mais il y a toute cette problématique qui d'ailleurs désormais est étudiée par les juristes. Il y a un très bon dictionnaire comparé du droit des biens culturels. Il y a toute une série de travaux qui abordent la question dans la perspective juridique. Pour aller dans le sens de ce que vient de nous dire Christophe, un exemple, quand Gaston Maspero était le directeur de l'Institut français du Caire et nommé directeur des antiquités nouvellement créées d'Égypte. Il y a toute une campagne qui est menée contre lui par ses collègues et successeurs, y compris le directeur de l'Institut français du Caire, en disant
les Égyptiens n'ont pas besoin d'un musée, ils ne s'y intéressent pas. En créant le musée et surtout le service archéologique qui lui est attaché, vous allez rendre les conditions d'exploitation des fouilles en Égypte impossibles. Donc, au début du XXe siècle, il y a encore une tension très forte entre la vieille idée que la collection elle justifie tout, et puis l'idée que les antiquités doivent rester sur place. Et un certain nombre de réformistes, déjà à l'intérieur du milieu archéologique, plaident pour cela. Et donc ça, cette politique, c'est un changement très lent, mais qui va complètement à l'encontre de ce qui s'était passé avec les marbres Aegin et avec la Vénus de Milo et quelques autres. Mais on en trouve encore la trace. Et pour aussi tisser un pont entre ce que Christophe évoquait tout à l'heure sur la Nouvelle-Zélande et cette actualité, moi aussi, je n'ai jamais pas eu la possibilité d'aller en Nouvelle-Zélande, mais je suis allé en Australie et j'ai le souvenir, à Melbourne, à La Trobe University, d'avoir rencontré un collègue qui avait été le chef de la mission archéologique en Tasmanie et qui, pendant 40 ans, avait fouillé essentiellement des sites funéraires. Il avait rapporté ce qu'il avait trouvé dans une aile du musée de l'université. Et au nom du droit à la réparation, les habitants de la Tasmanie actuelle, qui ne sont pas véritablement les héritiers des Tasmaniens parce que les malheureux ont tous été vraiment tués, génocidés par les Australiens, mais les habitants actuels, certains d'entre eux qui sont d'origine aborigène, excipent de leur relation avec les anciens Tasmaniens, et ils ont forcé l'université à rendre tout cela et à les réunimer. Alors là, on voit vraiment les deux logiques dont nous parlions il y a un instant qui entrent en collision. La logique, je dirais, ethniciste, qui consiste à dire, mais vous, pendant des années, sans demander notre avis, vous avez excavé le sol et vous avez maltraité, au regard de nos traditions, des restes humains. Et puis, la vision de mon collègue qui disait, mais moi j'ai fait mon métier d'archéologue, il consiste à mettre à distance les choses, à reconstituer votre histoire, et la violence que j'ai pu exercer sur ces corps, elle est justifiée par le travail qui est à la disposition de tout le monde auquel je me suis livré. Et c'est vraiment trop je me suis demandé quelle aurait été ma réaction si j'avais été à la place de l'archéologue australien dont je vous parle. Et ça, nous le ressentons maintenant dans le débat France-Afrique sur les collections et tout ce qui vient d'être dit et fait sur le fait de renvoyer un certain nombre de collections. Mais je l'ai expérimenté aussi, et ça va dans le sens de Christophe, au musée des Indiens américains. Ce musée, il est mythologique parce que c'est Franz Boas qui l'avait créé. Lévi-Strauss le décrit de façon extraordinaire. Et je pense que pour tous les gens qui s'intéressent à l'ethnologie, c'était un lieu de pèlerinage. Eh bien, ce musée n'existe plus. Hein, il a été démantelé. Et maintenant, il existe un nouveau musée, mais qui est confié aux tribus indiennes dans le magnifique bâtiment de la douane qui se trouve à l'entrée du port de New York. Et si vous allez visiter le musée actuel, et si vous avez eu la chance de visiter le musée ancien et de lire Lévi-Strauss et Boas dans la foulée, ben vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Parce que là, chaque ethnie a récupéré les séries. Boas avait passé sa vie à essayer justement de trouver des similitudes et à classer typologiquement cet ensemble, et tout a été cassé pour un moule successif ethnique dans lequel vous avez les Cherokees d'un coin, les Sioux de l'autre, etc. etc. Non. Ce qui m'a toujours étonné, je vais dans le même sens que Christophe tout à l'heure à propos d'une ethnologie de la pratique des musées, c'est que autant on a des tas de livres sur, par exemple, la chute du musée des arts et traditions populaires en France, autant je ne connais pas un seul livre sur le démantèlement du musée des Indiens américains. Et ça nous ramène toujours à la question de fond entre ce qui est de l'ordre de l'art, de l'histoire, et puis aussi de la croyance.
Alors, nous avons plusieurs personnes qui voudraient poser des questions. D'abord, Marie-Christine Villanueva. Bonjour et d'abord un très très grand merci pour votre panorama à travers vos volumes, même si je reste tout à fait persuadée que c'est encore plus passionnant de les lire dans toute leur épaisseur, ce que je suis en train de faire pour les deux publiés pour mon plus grand bonheur. Mais ma question reste sur le point de cette logique de l'objet de musée, car il s'agit en fait de logiques qui s'opposent. Et je voudrais savoir comment vous situeriez ce que j'ai vu fonctionner au musée de Nara, où il y a à l'intérieur de l'enclos où se trouvent les temples, un musée où on a déposé les Bouddhas de bois les plus précieux et où, lors de fêtes de printemps, j'ai vu des visiteurs dans un climat parfaitement apaisé, religieux, déposer des petites fleurs, des petites lampes devant ces objets, passer de l'état de rituel à l'état de sacré dans un musée, mais tout cela se passant tout à fait de manière paisible et dépassionnée. Je crois que c'est quand même au cœur d'une forme de porosité entre l'objet cultuel qui est sacralisé autrement dans le musée. Je ne sais pas si c'était une question qui m'était adressée, auquel cas j'ai eu un problème, j'ai un vrai problème d'audition ici. Donc, s'il était possible de la reprendre, parce que je ne sais pas si c'est le problème de mes oreilles ou de l'ordinateur, mais certains parmi vous, je les ai très bien entendus, et dans d'autres cas, j'ai des vrais problèmes. Je regrette, madame, mais c'était le cas. Vous voulez que je repose la question ou... Il faudrait que tu parles plus près du micro, Marie-Christine. Voilà. Donc, je voulais revenir sur cette idée de l'objet rituel qui devient l'objet de musée sacralisé autrement, avec l'exemple que moi j'ai vu à Nara, au Japon, où dans l'enceinte des temples, il y a un musée où ont été réunis les Bouddhas de bois les plus anciens, les plus prestigieux sans doute. Et j'ai vu à l'occasion des fêtes de printemps le public du musée, qui est aussi celui qui va au temple, mais déposer à l'intérieur du musée des bouquets de fleurs, des petites lampes devant le Bouddha du musée. Tout cela dans un climat religieux parfaitement apaisé, tout cela paisible et sans aucune violence. C'est impensable chez nous, mais je pense que c'est un exemple de cette espèce de porosité qui existe entre l'objet qui était un objet cultuel et qui est devenu sacralisé d'une autre manière dans un musée. J'ai toujours un problème. Je suis désolé vraiment. Si tu m'entends correctement, Je t'entends correctement. alors je vais essayer de résumer. Marie-Christine te posait la question d'un rituel qu'elle a observé au Japon, à Nara, le grand site historique, dans lequel pacifiquement, les visiteurs, ou un certain nombre de visiteurs, sacrifient au Bouddha en déposant des offrandes. Tout se passe de façon très détendue, sans que les croyants n'aient l'air d'agresser les autres visiteurs et sans que la direction du musée ne pense que l'on détourne les objets exposés de leur fonction. Donc la question est, quelle est ta réaction à cela? Oui, alors c'est bien que c'était dit que c'est un rituel et que c'est un Nara, parce que Nara est un lieu où se trouve notamment un dépôt des objets rituels célèbres,
Et puis, je pense qu'en effet, dans le cas cette frontière entre temple et musée, entre dépôt des objets rituels et musées, dans le cas japonais tout en particulier, me paraît par moments s'estomper au point de presque disparaître. Et les Japonais, quand ils ont emprunté l'institution du musée après 1860 à peu près, lorsque le mot est inventé en japonais pour nommer cette institution, au départ, c'est une sorte de musée encyclopédique avec une insistance sur les objets, les productions naturelles. C'est d'ailleurs aussi lié au fait que le premier musée japonais est né des préparatifs à la participation du Japon à l'exposition universelle de 1873, si mes souvenirs sont exacts. Donc ensuite, il procède aussi à un inventaire des objets à peu près au même moment qui se trouvent dans les temples et dans les différents dépôts, y compris chez les particuliers. Mais cette séparation entre les sacrés et les profanes ne sera jamais poussée, tracée avec une rigueur avec laquelle elle a été tracée dans la tradition européenne, ce qui non plus n'est pas séparable du fait qu'en Europe, on a eu affaire à une église autrement organisée, autrement puissante que probablement que les temples bouddhistes. Et même lorsqu'ils ont procédé à la séparation du culte shintoïste et du bouddhisme, toujours dans le cadre de la rénovation Meiji, où il y a eu énormément de destruction d'œuvres et d'autres des phénomènes que nous connaissons ici. Les historiens du Japon le comparent d'ailleurs au vandalisme révolutionnaire, à des phénomènes de cet ordre en Europe, mais je pense que cette frontière, en effet, comme je crois vous l'avez dit, n'a jamais été étanche entre l'un et l'autre. Et c'est lié à la spécificité de la tradition japonaise. On peut dire d'une certaine manière qu'ils ont presque inventé les musées, c'est-à-dire ils l'ont inventé dans la fonction de la conservation. Les Shiso-in, comme ça s'appelle, je crois, qui a préservé les objets du 7e, 8e siècle en l'état. Pendant des siècles, en étant, et qui est un Nara d'ailleurs, qui est un excellent exemple, la chose nouvelle pour eux, c'était de les montrer au public. Alors, nous avons une autre question de la part d'Annie Pierrard. Oui, voilà, je reviens. Merci beaucoup pour tous ces échanges très riches et fructueux. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que mon micro... Je vous entends, pour le moment, en tout cas, je vous entends bien. Merci beaucoup. Donc, je m'inscris un peu en continuité de toutes les questions précédentes. Notamment, je reviens à la toute première question qui était celle de Madame Charron à propos des Maoris. C'est vrai que, pour avoir discuté avec une artiste anglaise, enfin néo-zélandaise, pardon, qui cherche des contacts artistiques avec les Maoris, elle s'est souvent heurtée
à une certaine opposition de collègues artistes maoris qui estiment qu'elle n'a pas les moyens ni le droit de parler pour eux. Et c'est vrai aussi pour tous les musées. On ne peut s'investir, donc on est dans le champ de l'ethnologie, bien entendu, on ne peut s'investir du droit de parler pour d'autres cultures. Alors, Irini a parlé de la culture orthodoxe, vous avez vous-même parlé des églises catholiques. On est là dans une culture occidentale chrétienne qui nous permet peut-être de trouver des ajustements, mais que faisons-nous quand il s'agit de cultures foncièrement différentes? Et vous savez qu'ici en Belgique, où je suis, la question s'est posée et continue de se poser au quotidien pour le musée des arts africains, le musée d'Afrique de Tervuren, où la question reste très brûlante. Sommes-nous en droit et de conserver les objets, donc là on est au niveau des objets, mais aussi sommes-nous en droit de parler et d'expliquer d'autres cultures à partir de ces objets? Donc la question est encore ici fort épineuse. Et je voulais le mettre au sein de notre débat de cet après-midi. C'est une manière, je dirais, de remettre en question toute la tradition européenne ou occidentale, comme on veut. Si nous disons que nous n'avons pas le droit de parler de la culture maori, évidemment, il y a une distinction. Un ethnologue qui parle de la culture maori, un maori qui parle de sa culture à lui, ça fait deux. Mais dire qu'un ethnologue n'a pas le droit de parler de la culture maori après l'avoir étudiée, c'est pourquoi alors aurais-je le droit de parler du Moyen-Âge européen uniquement parce que ces pauvres médiévaux fait une toute autre question. La communication est mauvaise, je suis désolée. La question du musée Tervuren. La question du musée Tervuren, le président Macron et par les rapports Savoy-Sarr, et qui d'ailleurs s'est posé déjà bien avant en réalité, qui est la question de la restitution des œuvres européennes et des œuvres africaines arrivées en Europe d'une manière, comment dire, pas très catholique. Et les musées de Tervuren est de ce point de vue-là un bon exemple. Et que la question de restitution soit posée en Belgique, elle l'est posée partout. Il y a récemment eu des décisions de nos amis néerlandais du Tropenmuseum d'Amsterdam qui, telles que je les ai lues dans la presse, me paraissent même un peu excessives. C'est-à-dire, personnellement, je me suis exprimé dans ce sens, donc ce n'est rien de nouveau, partisan des restitutions. Mais je suis aussi partisan d'une négociation attentive, bilatérale, et je l'ai écrit en toutes lettres, en tenant les médias au plus loin de cette négociation pour qu'elle puisse se faire dans des conditions à peu près raisonnables, sans tomber dans le sensationnalisme et la surenchère, qui est extrêmement facile. Et à partir de là, il faut bien négocier, réfléchir, trouver des solutions. Nous avons 1000 solutions. Nous pouvons tout simplement restituer, nous pouvons opérer des prêts de longue durée. Quand on veut trouver la solution, on la trouve. Et on peut la trouver de manière à ne pas laisser les intérêts des uns et des autres. Mais je suis certain que
que les musées de Tervuren, dans son état présent, ne pourra pas être maintenu éternellement. Il vient d'être rénové, donc comme vous le savez, relativement récemment. Cela a fait l'objet d'énormément de débats parce qu'il y a à la fois, comme je vous le dis, le statut des objets, mais aussi le discours sur les objets, comme si aucun savant, aucun chercheur belge ou enfin, je vais dire occidental, ne pouvait commenter un objet sans se faire critiquer automatiquement de colonialiste, de discours colonialiste. Parce que le problème politique actuel vient se surimplanter sur la vision, l'histoire, la présentation archéologique, etc. On a ce débat qui est le débat au niveau de la société, qui est un débat politique extrêmement complexe, et qui vient ici s'inviter dans les musées. Et vous avez tout à fait raison quand vous parlez des médias et de la surenchère. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très pernicieux. Mais il y a là vraiment une articulation extrêmement difficile à trouver pour l'instant. Elle a existé, hein, l'équilibre a existé, mais il semble à nouveau rompu. Peut-être, comme vous dites, on y reviendra à force de négociations, de discussions, d'échanges, de commissions paritaires qui se mettent en place. Mais c'est difficile. Personne n'a dit que c'est facile, c'est évidemment difficile. C'est difficile. Vous savez, on n'a pas besoin de chercher loin. Nous avons des problèmes toujours non résolus concernant la Seconde Guerre mondiale. Donc, évidemment, ces problèmes que nous a laissés en héritage la colonisation sont à beaucoup d'égards encore plus compliqués et plus difficiles. Mais, encore une fois, je répète, il y a certaines choses que je ne suis pas prêt à accepter et que je pense aucun praticien des sciences humaines et sociales ne peut accepter, parce qu'elles remettent tout simplement et carrément, même pas en question, tout simplement, elle adopte une position négative par rapport à tout ce qui est la tradition des sciences humaines et sociales depuis les humanistes jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout cela était fondé toujours sur l'idée que je peux tenir un discours sur des communautés dont je ne fais pas partie. Je peux être historien du Moyen-Âge et parler de la civilisation médiévale, tout comme je peux être ethnologue qui a travaillé sur l'histoire maori, et j'ai absolument droit de parler. Alors ensuite, ces discours doivent être légitimés selon les critères qui ont été petit à petit élaborés au cours des 5 derniers siècles, mais il ne peut pas être contesté au nom du principe que seuls les représentants d'une culture ont le droit d'en parler. C'est une chose, à mon avis, qu'aucun historien, philologue, ethnologue, anthropologue, archéologue ne peut accepter, tout simplement, purement et simplement. Ou alors il doit changer carrément de métier, mais voilà. Merci beaucoup, merci, je suis tout à fait d'accord avec vous, merci beaucoup. Je crois que Bénédicte Garnier voulait intervenir aussi. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais la fin de votre communication sur l'avenir des musées après la pandémie m'a beaucoup intéressée. Et d'abord, il y a des musées très différents, avec des types de musées avec des publics différents, des modèles économiques différents aussi. Et donc, j'aurais aimé que peut-être que vous en parliez, parce que la pandémie ne sera sûrement pas la même pour tous les types de musées et ayant des modèles économiques différents. On s'en rend compte déjà aujourd'hui où en fait, il y a des musées qui attirent par exemple beaucoup de touristes en France comme le Louvre et qui ont perdu du coup beaucoup de public. Mais il y a des musées qui attirent plutôt des
des gens du coin, comme on dit, et qui finalement sont restés assez stables. Donc, j'aimerais que vous nous parliez justement de l'avenir des musées et de ce que vous développiez un petit peu cet aspect. Non, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire évidemment ce qui vaut pour le Louvre ou pour les métropolitains ne vaut certainement pas pour un petit musée local, mais ce que se craint, mais on verra, c'est une crainte que comment dirais-je, il n'y aura pas de naufrage du Louvre parce que c'est la France. Mais certains musées américains ont déjà licencié du personnel. Il y a eu des ventes des éléments des collections pour renflouer les finances. Dans les systèmes français, ça nécessiterait presque une révolution. En tout cas, ça ne pourrait pas se faire sans les décisions de l'Assemblée nationale. Mais les problèmes de la viabilité restent posés pour la première fois. Et ma crainte est tout simplement la suivante, c'est-à-dire si les navires amiraux commencent à avoir de la difficulté à se maintenir, que restera-t-il de la flotte? Parce que c'est quand même, évidemment, on peut dire que les musées du sabot à Hutzwiller n'est pas directement lié au Louvre et que les habitants du cru peuvent l'entretenir avec les impôts locaux. Mais le peuvent-ils vraiment, en l'absence du Louvre? Je n'en sais rien. Personne ne le sait. Jusqu'à maintenant, la question ne s'est pas posée. Donc, la première chose, la chose que nous savons, c'est que le modèle économique des grands musées devra probablement subir des révisions drastiques et quelles en seront les conséquences en cascade, en descendant jusqu'en bas, c'est totalement imprévisible en l'état présent. Mais je crains qu'il y en ait. Bon, mais encore une fois, c'est une crainte. Espérons qu'elle soit totalement infondée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais depuis tout à l'heure, François Lissarag nous a rejoint. Je ne sais pas si... Oh, mais j'arrive après la bataille. Bonjour François. Salut, excuse-moi, enfin voilà, je suis vacciné, mais je ne t'ai pas entendu. Je t'ai lu. Ravi de te voir vacciné. Ah oui, oui. Mais non, je trouve fascinant. Je ne sais pas si la question t'a été posée et je me demandais, parce que je sais que ça fait longtemps que tu travailles depuis longtemps sur ce livre et je suis heureux d'en voir la fin et de le lire et de l'avoir en main. Je me demandais si ton expérience à toi, avec Elie Barnavi, le musée à Bruxelles, t'avais fait au fond un fléchi, ou enfin quel lien tu fais entre cette grande œuvre et puis ce travail du musée à Bruxelles, musée européen? Non, le travail du musée à Bruxelles, dont on sait très bien qu'en fin de compte, d'une certaine manière, c'est un échec, puisque nous n'avons pas réussi à créer les musées de l'Europe tels que nous voulions les créer. Et nous avons abandonné toute tentative dans ce sens. Je dis nous parce qu'il s'agit d'une équipe, je n'étais pas seul dans cette affaire, loin de là. Donc, en même temps, je dois dire pour moi, puisque tu me poses une question un peu biographique, c'était une expérience extrêmement importante. Je ne suis pas sûr que j'aurais su écrire les livres que j'ai écrits sans cette expérience derrière. C'est-à-dire,
à Bruxelles, je me suis trouvé plongé dans la pratique de l'organisation des expositions, avec tout ce que cela suppose. Évidemment, entre un directeur scientifique et quelqu'un qui installe une vitrine, ce n'est pas exactement le même travail qu'ils font, mais en même temps, et ça je peux en parler d'expérience, un directeur scientifique qui n'est pas juste à côté du type qui installe la vitrine et qui n'a pas un regard sur cela et qui n'est pas capable à un moment d'intervenir dans l'exposition, y compris pour faire une chose qui n'a jamais été prévue au programme. Parce qu'il faut savoir s'adapter aux circonstances. C'est un mauvais directeur scientifique, comme on sait tout. Ce que j'ai appris justement au cours de cela, c'est de passer des heures où parfois je me demandais mais qu'est-ce que je fais là, personne n'a besoin de moi, et puis tout à coup je découvrais que quelqu'un peut avoir besoin de moi et que j'étais juste à la bonne place. J'ai donc appris toute une série de choses, depuis comment faire des cartels, jusqu'à, j'ai compris une scène que je vais raconter parce qu'elle est assez pittoresque. Nous avions emprunté l'exposition, c'était né à Wrocław, dans un intérieur que nous avons adapté autant que possible et qui posait quand même des problèmes constamment. Et nous avons emprunté des statues faites par Madame Abakanowicz, qui est une grande, elle est morte depuis quelques années, mais qui était une grande figure de l'art contemporain dont les œuvres sont présentes un peu partout. Et puis, au moment quand nous installions l'exposition, et donc on était en plein travail, il est devenu évident que nous ne savons pas quoi en faire. Comment les caser d'une manière qui fasse sens. Évidemment, on pouvait toujours trouver un endroit où les mettre, mais ça ne nous satisfaisait pas. Avec les directeurs techniques, qui est un type absolument épatant et dont j'ai appris énormément, nous passions des heures à réfléchir à la question, et c'est au dernier moment, à un certain moment, que nous avons trouvé la solution. En les installant sur un escalier qui était là et qui nous semblait au départ un obstacle et dont nous avons découvert qu'il était en fait providentiellement installé dans cet endroit pour qu'on puisse faire descendre cette foule fabriquée par Abakanowicz des statues de haut en bas dans un endroit stratégique de l'exposition où ça faisait précisément du sens. Ce n'est pas prévu dans aucun programme ni dans aucun scénario. C'était une solution des dernières minutes trouvée en désespoir des causes. Et nous étions très, très fiers quand les directeurs du musée à qui nous l'avons emprunté et qui nous regardaient quand même un peu sceptiquement parce que bon, nous nous connaissions depuis longtemps, mais ils me prenaient justement pour un historien que je suis. Et là, il est arrivé, il est resté 5 minutes en silence et il a dit mais vous avez bien travaillé, ça va. Donc j'ai compris que c'était c'est le type d'apprentissage dont il est très difficile de dire comment il s'est traduit dans les textes que tu écris. Mais c'est comme probablement votre expérience d'archéologue des maniements des objets. On ne sait pas comment ça se traduit dans ce qu'on écrit, mais on sait très bien qu'il y a toutes les différences du monde entre quelqu'un qui a vu des vases grecs et quelqu'un qui a travaillé sur les vases grecs, c'est-à-dire qui les a vraiment manipulés, touchés, regardés. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est exactement du même ordre. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut s'appeler l'esprit d'escalier. C'est un coup de la victoire de Samothrace que tu nous fais là. C'est une excellente chose, l'esprit d'escalier.
Si je peux me permettre d'intervenir, Oui. je ne crois pas que le musée d'histoire européenne soit un échec, je peux vous rassurer. C'est une curiosité, c'est en soi une curiosité, un objet curieux, mais ce n'est pas un échec. Moi, j'y prends du plaisir quand j'y vais. Je veux dire, c'était un pari extrêmement intéressant avec des tas d'implications. Mais je peux vous rassurer, M. Pomian, ce n'est pas un échec. Il a le mérite d'exister et de tenter quelque chose. J'ai dit, nous n'avons pas créé les musées que nous avons voulu créer. Nous avons beaucoup de choses intéressantes et dont je suis très content et très fier, comme le sont mes amis, toute l'équipe qui a travaillé à faire ces expositions. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai appris quelque chose sans quoi, comme historien, je serais un peu infirme, livresque. C'est ça, ouais. C'est une difficulté, il est très critiqué et je le regrette. Il faut essayer de faire… Alors, ceux qui critiquent essayent de faire autrement, autre chose, proposent autre chose. C'était un peu un pari, on sait qu'il y a beaucoup d'idéologie derrière, que ça a été supposé très politisé, mais en réalité, les expositions qu'ils y réalisent sont très intéressantes en général. Et donc voilà, donc merci à vous d'y avoir contribué. Je vous remercie. Mais si je peux me permettre de pousser dans la biographie, mais tu as le droit de dire que tu ne veux pas. Hein. J'avais en tête une chronologie différente. Je pensais que tu avais commencé à… Parce que l'article sur la collection, il date de quand? Je ne veux pas te vieillir, mais… L'article sur la collection de 74. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va faire 50 ans bientôt. À peu près. Et ça c'est la clé. Enfin, on le relit au début de ton livre et c'était… C'est le point de départ. Oui, c'est la clé de compréhension de tout le champ que tu as ouvert à ce moment-là. Mais le projet de ton histoire mondiale des musées, tu dis, ça fait une trentaine d'années que tu travailles là-dessus. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, sur les livres lui-même, oui, ça doit faire à peu près cela. C'est-à-dire, c'est là aussi, c'est une histoire très compliquée parce que, à vrai dire, je craignais ces livres, je craignais m'engager dans ces livres, j'ai tout fait pour l'éviter. Ce qui m'a fait… Tu as bien réussi, tu as fait plein d'autres choses. La torture, si j'étais plus docile, peut-être je l'aurais fait un peu plus tôt, mais en tout cas, l'idée a commencé à mûrir vraiment quelque part au début des années 80. Ouais. À l'époque, elle ne semblait pas tellement difficile parce que l'ignorance était à tel point abyssale, la mienne, que je pouvais m'imaginer que c'est facile à faire. J'ai assez vite déchanté. Là, j'ai essayé justement de faire machine arrière, ça ne marchait pas. Mais ma question, c'était l'expérience du musée européen, elle date de quand? Le musée européen, il date, c'est très simple, de 1999. Oui, c'est ça. Donc, c'était à peu près 20 ans. Voilà. Dans lesquels nous avons fait quand même énormément d'expositions. Ouais. Depuis la grande exposition de 2007 pour le cinquantenaire du traité de Rome, des expositions l'Amérique, c'est aussi notre histoire, Dieu est mode d'emploi, bon, ça, c'était l'exposition d'Élie, en particulier d'Élie Barnavi. La grande exposition refaite en Pologne, complètement modifiée d'ailleurs, l'exposition de 2007, etc., etc. Ouais. Et donc, tu avais commencé ton livre, et puis tu as, en cours de route, fait ça, peut-être pour ne pas faire le livre. Et en fait, ce projet de musée, ce n'est pas tellement une collection patrimoniale qu'une série de projets qui mettent en évidence un discours. Oui, non, parce que justement, les musées comme collection patrimoniale, comme tu dis, a complètement échoué.
Ouais. C'est resté, et l'équipe continue d'ailleurs. Moi, j'ai décroché pour diverses raisons au cours des dernières années, surtout. Tu avais un livre à écrire. Mais, et maintenant, il faut que je termine les livres, donc je n'ai pas le temps. C'est ça. Mais tu as prudemment, tu n'annonces que 3 volumes, donc tu y es presque, là, ça y est. J'ai appris, hélas, qu'un livre qui n'est pas terminé n'est pas terminé. Pas terminé, oui. Voilà, aussi longtemps qu'il n'est pas terminé, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours. C'est vrai. Bon. Je ne veux pas faire de plaisanterie sur les ours parce que ça va nous égarer. En tout cas, merci. Et pour nous, c'est extraordinaire que ce livre existe. Hein. Je veux dire, ça sera un outil. C'est moi qui remercie, ça m'a fait un très grand plaisir. Des questions donnent à réfléchir. En général, on trouvera des réponses avec l'esprit d'escalier. Mais c'est pour ça qu'il y a des escaliers. Les ascenseurs, c'est pas bon pour réfléchir. Voilà. Bon. Il faudra que je termine parce que toi, tu avais ta vaccination et moi, j'ai ma visite médicale. Eh bien, écoute, tu salueras ton médecin alors. C'est vrai que j'y arrive. Écoute, merci beaucoup, Christophe. Merci tout le monde. À bientôt. Beaucoup, ouais. Poursuivre la dès qu'on peut, on va arroser ça en direct. Hein. Pour la sortie du 3e livre, espérons qu'on pourra se voir, incorporer. Et voilà. Rendre, comme disaient les Romains, precium artis. Ouais. C'est le mot qu'on utilisait au VIe siècle quand on voulait sauver une statue de la destruction. Bon. Voilà. Bon, merci. Hein. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup.